Ok, maintenant on va regarder le typage à la OCaml, donc l'inférence de type. Donc on voit ici qu'on n'a aucune annotation de type et on va tout deviner. Donc on va regarder d'abord à la main sur tous ces exemples-là pour voir l'intuition. Et vous allez remarquer en fait on utilise pas mal de notions qu'on a vues dans le TP Prolog avec l'unification, substitution. Alors on va commencer à faire à la main le typage de square. Donc on va regarder la définition ici, donc on voit que c'est une fonction, donc on sait qu'il y aura une flèche ici, là on a le paramètre de la fonction, donc on ne connaît pas encore son type, du coup on va ajouter dans l'environnement de typage des liaisons, donc une liaison ici avec un nouveau type, une variable de type, donc je vais l'appeler alpha 1, donc là je vais mettre la petite flèche comme ça pour dire x et son type c'est alpha 1, pour pas confondre en fait avec la flèche de la fonction là. Donc là ici pour l'instant je sais que c'est alpha 1. Ensuite maintenant je regarde le corps de la fonction. Donc pour typer le corps, je vais avoir besoin du type de la multiplication. Donc la multiplication, on sait que c'est une fonction qui part de int vers int vers int. Donc il y a deux paramètres. Alors, si on met les parenthèses, ça fait ça. Donc il y a le premier opérande, deuxième opérande et le résultat de la multiplication. Donc déjà on sait que tout ça, ça sera de type int. Et il faut qu'on vérifie que ça c'est de type int et ça c'est de type int. Donc on arrive sur x, on regarde dans l'environnement, c'est associé à alpha 1, donc on va unifier alpha 1 avec la variable de type avec le type entier. Donc là, on obtiendra du coup que alpha 1 c'est int. Donc vous remarquez encore le lien avec ce qu'on avait vu en prologue, l'unification. Donc on rend la variable, on l'unifie avec int. Donc le typage est correct et on obtient que le type de retour, du coup là on savait que c'était int, donc là on a int, et alpha 1, on sait maintenant que c'est int, donc on a SQ, son type c'est entier vers entier. Ok, donc maintenant on va typer la fonction id, donc la variable id ici. Donc là on voit que c'est une fonction, donc encore une fois il y aura une flèche comme ça, on a son paramètre, donc pour l'instant, on ne connaît pas son type, on va rajouter dans l'environnement une variable de type alpha 1. Ensuite, on arrive dans le corps de la fonction. Le type, du coup, de retour, c'est le type de x qui est dans l'environnement de typage. Et donc, ici, c'est alpha 1. Donc, en fait, notre fonction, c'est de alpha 1 vers alpha 1. Alors, on ne va pas laisser ça comme ça, enfin, tel quel, parce qu'en fait, cette fonction, elle est générique. Et on ne veut pas que le alpha 1 soit lié à un type particulier. On veut que ça soit générique, que ça puisse s'appliquer à tout un ensemble de types. Donc c'est pour ça qu'on va mettre pour tout alpha 1. C'est-à-dire qu'à partir de id, on pourra instancier un id qui sera des int vers les int ou des bools vers les bools, etc. On va regarder pourquoi sur un exemple. Imaginons que je laisse simplement id, c'est alpha 1 dans alpha 1. Donc alpha 1 c'est une variable de type libre et je commence à vouloir typer cette expression. Donc là le id de 1, je vais dire ok, id c'est alpha 1 dans alpha 1. Mais son paramètre c'est entier, donc j'unifie, je vois que alpha 1 finalement c'était int, donc notre fonction c'est int dans int. Donc là j'ai pu déterminer plus précisément ce qu'était id, et là je vais dire c'est plus ça, c'est int dans int. Le problème maintenant c'est quand je vais essayer d'utiliser id sur id false, je vais voir que id c'est int dans int, je vois que le paramètre c'est false, donc c'est un booléen, et donc ça ne matche pas. Int et bool, ça ne s'unifie pas. Donc là j'aurai une erreur de typage, mais c'est pas ce qu'on voulait. On voit que id, on veut que ce soit une fonction générique. Donc si on met id, c'est pour tout alpha 1, alpha 1 dans alpha 1. Là, on voit en fait qu'on peut instancier le alpha 1 avec ce qu'on veut. Ça pourrait être entier, booléen, autre chose. Donc maintenant, ce qu'on va faire quand on va l'utiliser, quand on va arriver ici, avant d'utiliser id, on va créer une instance. D'ailleurs, c'est ce qu'on faisait, si vous vous rappelez, avec les clauses prologue, les règles de notre programme, avant de les utiliser dans la résolution, on créait des instances pour nommer les variables. Donc là, on va faire pareil, et on va dire, ok, le id ici, je vais utiliser une instance,
donc pour le ID de 1, et j'ai utilisé une instance, par exemple, alpha2 donne alpha2. Et donc cette fois-ci, dans cette utilisation, on va voir que 1 c'est un entier, donc alpha2 va devenir int, et on aura int dans int pour cette utilisation-là. Du coup, si j'avais fait ça, par exemple, let f égale id de 1 in quelque chose, f de quelque chose ici, bah le f là, on aurait déduit que c'était int dans int. Et maintenant, du coup, ce f que j'utilise, je peux mettre que des entiers ici. Donc maintenant, bah, on fait pareil. Quand on a id false, bah, là, id, on refait une instance, donc alpha3 donne alpha3, et on voit qu'il n'y a plus de lien entre les deux. Donc là, ici, je vois que c'est false, donc le alpha3 va devenir booléen. Et là, du coup, ça va être booléen dans booléen. Et on est tranquille, il n'y a pas de lien entre ça et ça. Donc on va typer maintenant la fonction d'ordre supérieur double. Donc comme d'habitude, ici, on voit que c'est une fonction, donc il y aura une flèche. F, c'est le paramètre, on ne le connaît pas encore, donc on va ajouter une variable de type dans l'environnement. Donc ici, on va dire que c'est alpha1. Donc ici, ça sera alpha1. Ici, on va maintenant typer le corps. Et le corps, on voit que c'est encore une fonction. Donc il y aura encore une flèche ici. Et le paramètre de cette fonction, on va l'ajouter à l'environnement de typage. Et on va mettre une nouvelle variable de type alpha2. Donc ici, ça sera alpha2 dans... Et là, il faut typer le corps maintenant. Et là, c'est une application. Donc, on a f de x. Donc, on va pouvoir en faire des déductions. On sait que f ici, c'est une fonction. Donc, on sait que c'est du type alpha3 vers alpha4, avec alpha3 et alpha4 des nouvelles variables de type. Et du coup, on peut unifier alpha1 avec ça. Donc, alpha1, c'est alpha3 vers alpha 4. Ensuite, on sait que ça doit être le résultat de tout ça, c'est le paramètre de f. Donc le paramètre de f, c'est de type alpha 3, donc ça, on sait que ça va être de type alpha 3. Ensuite, ici, on a f, donc on connaît son type, alpha 3 vers alpha 4, et ça veut dire que x ici doit être de type alpha 3. Or, x, dans notre environnement, on voit que c'est de type alpha 2, donc on va pouvoir en déduire, du coup, que alpha 3 c'est pareil que alpha 2. Donc on va unifier et du coup je vais mettre alpha 3, alpha 2 ici. Ensuite, le type de retour, on a vu de f c'était alpha 3 ici, et on sait que le type de retour de f c'est alpha 4. Donc on peut encore unifier alpha 4 avec alpha 3. Donc ici, alpha 4 c'est pareil que alpha 3, et alpha 3 c'était pareil que alpha 2. Donc maintenant on a tout ce qu'on veut. On sait du coup que le retour de tout ça, c'était le retour de f. Et le retour de f, c'était alpha 4, mais c'est pareil que alpha 2. Donc on a alpha 2. Et on sait que alpha 1 ici, donc celui-là, c'est alpha 2 dans alpha 2. Donc si on refait tout proprement, ça veut dire que double, c'est alpha 2 dans alpha 2, dans alpha 2, dans alpha 2. Bon, je vais remettre les parenthèses ici. Alors, comme tout à l'heure, alpha 2, il faut le généraliser. Et du coup, on va mettre tout alpha 2, point. Alors, si on regarde quand même, si on ne s'est pas trompé depuis tout à l'heure. Donc, on a vu pour ID tout à l'heure que c'était de alpha dans alpha, type générique, on le retrouve bien ici. Ensuite, on avait vu pour square que c'était de int dans int, on le voit bien là, int dans int. Et on vient de voir pour double que c'est, alors c'est là le type, que c'est type générique, une fonction ici, et le même type à chaque fois. Donc ouais, c'est bien ce qu'on a vu. Ok, donc on va terminer par la fonction factorielle. Donc ici, comme on voit le mot-clé rec, ça veut dire que fac va intervenir dans sa propre définition. Donc on va directement ajouter fac dans l'environnement de typage. Et au camel, on n'est pas obligé d'avoir une fonction, mais nous, on est obligé d'avoir une fonction pour notre lettre rec. Donc ici, fac, c'est forcément quelque chose de alpha 1 vers alpha 2, avec alpha 1 et alpha 2, deux nouvelles variables de type. Donc on fait comme tout à l'heure.
on a le corps, la définition ici, on voit que c'est une fonction, on sait que c'est la fonction fac, donc de alpha 1 vers alpha 2, et on voit que n ici, c'est notre paramètre, donc une variable de type, mais qui va s'identifier à alpha 1, donc on va mettre directement ici alpha 1. Ensuite, le corps de la fonction. Donc ici, on sait qu'on a un if. Donc un if, en OCaml, ça renvoie à quelque chose, c'est une expression, et ça renvoie le type de ça qui doit être le même que le type de ça. Donc celui-là, c'est facile, c'est un entier, donc c'est le type int. Donc on sait en fait que la fonction déjà doit nous rendre un entier. Si tout est correctement typé, on va regarder s'il n'y a pas d'erreur de typage maintenant. Donc on sait ici comment on va typer ça. On sait que ça doit être un entier. On a fois fac de n-1. Donc on sait que fois c'est int vers int vers int. Donc premier paramètre, deuxième paramètre est le retour. Donc déjà ça marche bien parce que ça c'est type int comme ça devait être. Et n doit être de type int. Alors dans notre environnement, on va unifier alpha 1 avec int, et donc alpha 1, ça devient int. Donc là aussi, du coup, on a maintenant ça qui doit être un entier. Donc la fonction fac, son retour va être un entier, du coup. On va unifier alpha 2 avec int, donc ça passe. Et le paramètre de fac, c'est ça. Et n-1, donc je vous laisse faire, mais on va remarquer que n est un entier, 1 est un entier, moins c'est une fonction des entiers entier vers entier, donc ça type correctement et ça rend un int comme type. Et donc là, on a alpha 1 qui était déjà un int, donc il n'y a aucun problème de typage, et on a terminé. Donc si on revoit ici le n, c'était int, donc on a fac, si on résume, c'est int vers int. Donc on peut vérifier, et notre factoriel, elle est ici, et son type c'est ça, donc c'est bien de int vers int. Donc tout est correct. Ok, donc maintenant ce qu'on va regarder c'est comment implémenter tout ça, donc tout ce que je viens de faire à la main, comment le faire automatiquement en programme. Alors ici, si vous vous rappelez, on a l'arbre syntaxique abstrait, donc ce qu'on avait vu la fois dernière avec les informations de position ici. Donc ce qu'on va faire, c'est faire un nouvel arbre syntaxique abstrait, mais cette fois-ci, au lieu de véhiculer des informations de position, on va véhiculer les types. Donc vous allez voir, les informations de position, on en aura besoin pour les messages d'erreur dans le typage. Alors notre nouvel arbre syntaxique abstrait, il est ici, et si vous regardez bien, c'est quasiment la même chose. J'ai juste mis un T pour type ici, mais là c'est la même chose. Ce qui change, c'est qu'ici, au lieu d'avoir des informations de position, on a le type. Donc la description ici, donc tout ça. Donc on retrouve les var, int, etc. Et le type. Et le type, il est défini ici. Donc on a les types genre entier, booléen. Ce type-là, c'est pour flèche. Donc c'est pour la fonction. Ici, c'est pour le produit, donc une paire. Et ici, on a une variable. Donc c'était nos alpha i. Donc voilà. Alors ici, on va utiliser un truc assez intéressant. C'est l'unification qui s'appelle destructive. Ça va rendre le code assez joli, je trouve. Donc ici, un alpha i comme on avait, ça va être représenté par un id. Donc l'id, ça sera vraiment notre alpha i. Alors ce sera un entier. On n'a pas besoin d'écrire une chaîne de caractères. Et on aura sa définition qui sera modifiable. Et au début, quand la variable est générique, on verra qu'on mettra none. Et après, quand on va lui mettre un type particulier, l'unifier, et ce none va changer en un somme d'un type, qui pourra être soit entier, booléen, enfin un de ces cinq-là. Donc la modification en fait du type de la variable ici va se faire directement là. Ok, alors la partie principale en fait c'est l'algo W. Donc c'est l'algo d'inférence de type. C'est son nom classique. Donc ce qu'on va faire c'est, donc ce que j'ai fait à la main en fait, on va matcher ici, si vous regardez bien c'est là, on va avoir notre gros match sur la description là, du type. Donc ce champ là. Donc ici on va regarder, on va passer en revue. Donc si on regarde le
ceux qui sont simples, les entiers et les booléens. Donc si jamais dans mon arbre syntaxique abstrait j'avais un entier, je vais dire que son type c'est entier. Donc là, la petite fonction make, en fait, elle est là, c'est pour construire ce truc-là, cette structure. Donc on voit ici, on l'a construit là. Et on lui met la description, parce que je veux reconstruire un arbre syntaxique abstrait. Je ne veux pas juste renvoyer le type, je veux avoir tout l'arbre syntaxique annoté avec les types. Donc la première partie, ben c'est ça là, ici. Et ça, c'est le type, donc c'est cette partie-là. Donc là, ce que je dis en fait, dans cette ligne-là, c'est que je suis en train de construire ça avec la description. Alors, tdescr, pardon, qui est égal à tint de i, donc cette partie-là, et avec le type associé, qui est égal à tint. Alors, pardon, ici, c'est une majuscule pour faire la différence entre les deux. Donc là, c'est une partie assez simple. Et pour booléen, on sait directement que son type, c'est un booléen. Alors, on arrive maintenant à l'opérateur binaire. Alors, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est typer la première opérande E1. Donc, on va inférer son type. Donc, on se rappelle récursivement avec notre environnement de typage. Et on va faire la même chose pour E2, donc ici. Ensuite, pour factoriser un peu du code, on va regarder le type de l'opération à faire. Donc là, si c'est une addition, donc ça, on le voyait, ça c'était dans l'arbre syntaxique abstrait précédent, on donne ici le type de la première opérande, deuxième opérande, et le type du résultat. Et ça, c'est juste le nouvel arbre syntaxique abstrait ici, avec les types annotés. Alors ici, maintenant, c'est la même chose pour ça, on voit c'est pareil, sauf bien sûr cette partie-là. Alors pour l'égalité, on sait que son type de retour c'est booléen, mais les deux opérandes doivent avoir le même type, c'est ce qu'on indique ici. Et pareil pour inférieur ici, donc cette partie-là, en OCaml on peut comparer des booléens, des entiers, des listes, des paires, etc. Mais ce qu'il faut, c'est que les deux opérandes aient le même type. Et là, encore une fois, ça rend un booléen. Donc là, ce qu'on va faire, c'est l'unification destructrice. Et je montrerai le code de Unify plus tard. Mais on va dire que le type qu'on a inféré pour E1, ça doit être la même chose que le type de la première opérande. Donc par exemple, si c'était un plus, un entier ici, il faudrait que ce soit la même chose. Donc on va unifier les deux. On va faire la même chose ici, donc encore de l'unification, alors destructive plutôt, entre le type inféré pour E2 et le type de la deuxième opérande. Et enfin, et ici en retour, on construit l'arbre syntaxique abstrait annoté par les types. Donc on voit que le type de toute l'expression, c'est ce type-là, type de retour. Donc si on était par exemple sur un inférieur, on aurait le type, c'est le type booléen. Donc à chaque fois en fait, ici on va retrouver le type de tout ça. Alors si on continue, on va arriver aux opérateurs unaires, et il n'y en a que deux types en fait, c'est soit first pour récupérer le premier élément d'une paire, ou le deuxième élément d'une paire. Donc comme tout à l'heure ici, on va calculer d'abord le type de l'expression E, donc on calcule en plus son nouvel arbre syntaxique abstrait, donc plus son type. Donc, ensuite ici, je crée des nouvelles variables de type fresh. Ce new var, c'est ce que ça va faire. Vous vous rappelez quand je disais on met alpha 3, c'est une nouvelle variable de type. Donc c'est ce que je suis en train de faire ici. Donc là, je fais la même chose pour une deuxième, et je dis que E', le type donc de E', le type de l'opérande E, ça doit s'unifier avec quoi? Je sais que comme mes fonctions, c'est simplement des fonctions qui manipulent des paires, je sais que E, ça doit être une paire. Donc son type, c'est, vous vous rappelez, en OCaml, on fait ça. Donc là, ça serait mes deux nouvelles variables de type, par exemple alpha 3, alpha 4. Ça serait ça. Donc j'unifie avec le type de E, parce que je sais que ça doit forcément être ça. Bien sûr, si ça ne marche pas, il y aura une exception qui sera lancée et on dira que le programme est mal typé. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc là, ensuite, je regarde. Si jamais
l'opérateur unaire c'est first, ça, je donne la partie de l'arbre syntaxique abstrait ici, mais je dis que le type en fait de retour c'est le type du premier élément de la paire. Si jamais c'est second, c'est le type c'est le deuxième élément de la paire. Une fois que j'ai fait ça, donc je reconstruis mon arbre syntaxique abstrait annoté par des types, et je sais que cette expression là, donc c'est bien le type que je viens de calculer juste ici, donc soit le type du premier élément, soit le type du deuxième élément de la paire. Si j'ai une paire, donc c'est simple, on calcule le type de 1, on calcule le type de 2, ce qu'on fait là et là, on en fait le type, et ensuite je dis, je reconstruis, c'est une paire, et je donne le type de la paire, c'est ça, donc tproduct, je rappelle, c'est ici, c'est pour une paire, et le type de du premier élément de la paire, c'est ça, du deuxième élément, c'est ça. On tombe maintenant sur le if, donc le si, on sait forcément que ça doit s'unifier avec un type booléen. Donc je calcule le type de C, de la condition. Je dis qu'il faut que ça s'unifie. Donc le type de la condition doit s'unifier avec le type booléen. Ensuite, je vais calculer les types des deux opérandes. Enfin, pas des deux opérandes, du then et du else. Et j'unifie les deux parce que ça doit être la même chose. Vous vous rappelez, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. If, ça c'est un booléen, then, donc ici, et dans le else, ça doit être le même type, et c'est le type de tout ça en fait. Donc ça et ça, c'est la même chose, et ça doit être le type de tout ça. Donc c'est ce qu'on exprime par l'unification entre les deux. Et ici, comme d'habitude, on rend l'arbre syntaxique abstrait annoté, et le type, du coup, on voit que le type du if, c'est le type, alors on a pris le type de celui-là, mais on a vérifié que les deux c'était pareil, donc c'est bon. Donc c'est OK. Donc maintenant, on va arriver pour typer une fonction. Donc on va typer la fonction. Là, encore une fois, vous vous rappelez ce qu'on avait vu précédemment, on va dire x, OK, c'est une nouvelle variable, alpha 1 par exemple, c'est ce qu'on obtient là. Et là, on va maintenant ajouter cette liaison dans l'environnement de typage. Parce que le x, on va le revoir sûrement à l'intérieur là-dedans, et il va falloir, dès qu'on le voit, savoir que c'est quoi ce type de cette variable. Donc là, c'est ce qu'on va faire ici. Là, pour la première fois, on ajoute dans l'environnement de typage. Donc on ajoute x, et le type, vous voyez, il est ici. Mais c'est quoi ce for all? Donc là, je vous rappelle ce qu'on avait dit par exemple pour id. C'est que id, en fait, on obtenait un for all alpha, alpha dans alpha. Et bien là, c'est ça. Ici, on dit pour tout, on met les variables qui sont ici. Donc là, en l'occurrence, il n'y en a pas. C'est pour ça que c'est en petit, c'est représenté par un set. Donc en l'occurrence, c'est vide ici. Et là, j'ai le type. Donc en fait, ici, ça serait ça, ce truc-là. Et là, c'est tous les éléments, tous les pour-tout qu'il y aurait devant. Il n'y en a pas forcément qu'un. Donc tous les alphas qui seraient dans les pour-tout là. Donc si j'avais un pour-tout bêta, je sais pas, imaginons que j'ai un truc comme ça, là j'aurais bêta et alpha qui seraient là-dedans. Donc j'obtiens mon nouvel environnement en ajoutant cette liaison dans l'ancien. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je type E grâce à ce nouvel environnement. Donc du coup, quand je reverrai un X traîné dans E, je sais que ce X sera associé à V là. Alors plus précisément à ça. J'ai fait ça, j'ai le type de E', et maintenant je peux en déduire le type de toute l'expression, puisque c'est le type flèche, donc ici, donc c'était ça. Et ici, on a la nouvelle variable de type là qu'on avait créée, c'était le paramètre x, le type du paramètre x, et ici, on a le type du corps, donc de E ici. Donc on va passer maintenant à l'application, ici. Donc là, on va d'abord typer comme d'habitude le type de E1, on va inférer le type de 1, le type de E2 ici, et on va créer une nouvelle variable de type
donc nos alpha i, je vous rappelle. Et cette fois-ci, on va dire, ok, le type de E1 ici, donc là, ça doit s'unifier avec un type de fonction. Donc on va dire, c'est une fonction qui prend quoi en paramètre? Le type de E2, puisqu'on lui applique E2. Et ici, ça rend notre alpha i. Donc une fois qu'on a fait ça, toujours de l'unification destructive, on rend l'arbre syntaxique abstrait annoté par les types, et donc le type de retour, enfin le type de toute cette expression-là, c'est le type de retour de notre fonction, qu'on retrouve ici. Ok, donc il nous reste que deux constructions maintenant, le let et le letrec. Donc là, ce qu'on fait, on va d'abord typer E1, on se rappelle récursivement. Là, on va modifier, ajouter quelque chose à l'environnement, parce que le X, il va apparaître sûrement dans E2, du coup, il faut qu'on lui donne un type. Donc ici, on va faire quelque chose, alors, c'est ce qu'on avait vu quand j'ai décrit à la main, la généralisation. En fait, quand je vais typer ici E1, je pourrais obtenir, par exemple, une fonction, pourquoi pas, et donc je pourrais obtenir alpha dans int. Or, ce alpha, du coup, il est générique, puisqu'il a été instancié à rien de particulier pendant le typage de E1. Donc là, on veut faire un tout alpha dans int. Et c'est ce qu'on fait avec ce généralise. Donc on le verra en détail plus tard. Donc on a rajouté cette liaison entre x et le type généralisé qu'on a obtenu. On va s'en servir de ce nouvel environnement env' pour inférer le type de E2. Et enfin, le type du let, c'est quoi? C'est le type de l'expression là. Quand on fait let x égale, je sais pas moi, 1 in x plus x, le type de tout ça, c'est le type de ça. Donc c'est ce qu'on rend ici. Ok, donc il ne nous reste plus qu'une construction, le letrec. Donc le letrec, ce qu'on va faire, c'est forcément une fonction de f. En OCaml, même si ce n'est pas forcément le cas, pour nous ça va être le cas. On va se limiter à ça. On va créer en fait deux nouvelles variables de type. Une troisième ici, mais cette troisième, ça va... Alors on va donner un nom plutôt pour ce type-là. Donc ça, c'est pour dire c'est V1 dans V2. Donc ce serait comme par exemple alpha 1, alpha 2 pour reprendre nos notations. On va rajouter du coup maintenant, pour typer E1 en fait, parce que F peut apparaître dans E1. Donc on va ajouter à l'environnement, pour F, on va rajouter le type TF, donc celui-là, et pour l'instant, on n'a rien généralisé, enfin, il n'y a pas de pour tout. On l'ajoute à l'environnement et on va enfin pouvoir typer E1 qui, dans cette expression, peut apparaître bien sûr le F ici. Mais c'est bon puisque dans notre environnement, env', on a rajouté une liaison pour ce F. Donc une fois qu'on a typé E1, le type de E1, ça doit être le type de F. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, on fait de l'unification pour dire le type de E1, c'est le type de TF, donc le type de la fonction F. Ensuite, pour typer E2, c'est comme dans le let, on généralise TF, parce qu'on pourrait avoir une fonction qui soit de alpha dans bêta, par exemple. Donc il n'y a aucun type concret, ce sont des types généraux alpha et bêta. Donc là, ici, il faudrait faire tout alpha, point tout bêta, dans alpha dans bêta. Donc on rajoute ça à notre environnement. On obtient env', on type E2, et enfin, comme d'habitude, on rend le type, on crée l'arbre syntaxique abstrait, donc cette partie-là, et le type de toute l'expression, c'est le type de E2, ici. Alors oui, j'avais oublié en fait de faire, je crois, le premier cas. Donc ici, c'est une variable. Justement, quand on a fait un let x égale 4 in, et dans cette expression-là, on a la variable x qui peut apparaître là-dedans. Donc faut qu'on puisse dire que cette variable a le type int, parce qu'on l'avait déduit d'ici. Donc si je vois var x, je cherche.
est-ce que je trouve dans l'environnement la variable? Alors si je ne la trouve pas, c'est une erreur, parce qu'en fait, j'aurais fait par exemple un truc comme ça, let x égale 4 in x plus y par exemple. Et du coup, le y là, il dirait not found. Donc là, je vais envoyer une petite erreur avec les informations de position, vous voyez ici, pour dire à quel endroit c'était. Et un petit message, la variable n'a pas été trouvée. Sinon, si je la trouve, j'en crée une instance, parce qu'en fait, du type là, de x, parce que le type de x, ça pourrait très bien être pour tout alpha. Alpha donne alpha, par exemple. Si c'est un type int, une instance, ça va rendre int. Il n'y aura pas de différence, mais si c'est ça, ça va nous donner une nouvelle variable, donc genre alpha prime dans alpha prime. Donc c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, par exemple pour id. Donc c'est pour ça qu'on fait instance. Et on rend comme d'habitude l'arbre syntaxique abstrait annoté par les types tvar ici. Alors oui, pour terminer ici, en fait, si jamais c'est pas unifiable, parce que unify ici peut rendre l'exception non unifiable, et ben on va juste renvoyer un petit message d'erreur. Et pour amorcer le tout, donc on appelle W avec un environnement vide et l'expression à analyser. Enfin, la fonction principale pour le type, donc on l'a appelé typeof d'une expression. Tout au début, on va remettre à jour le compteur parce que les nouvelles variables qu'on fait apparaître avec le new var, ça va être des entiers. Et on récupère l'arbre syntaxique abstrait annoté avec les types ici. Et on le rend, alors pas tel quel, puisque on va canoniser en fait les types. Donc on va voir un peu plus haut que justement les variables de type, genre alpha 1, ça peut être associé à alpha 2, alpha 3. On peut avoir une grande chaîne comme ça en fait, et puis on peut avoir simplement à la fin, par exemple, int dans int. Donc on va éliminer toutes ces étapes pour arriver à l'élément final. Donc c'est ce qu'on va appeler la forme canonique. Sinon, dans la représentation du type, on aurait encore des chaînes, enfin on aurait des variables comme ça, alors qu'elles appartiendraient à une chaîne, et nous ce qu'on veut, c'est bien sûr le type en bout de chaîne. Maintenant, on va regarder l'unification. Et pour regarder l'unification, on va avoir besoin, là si vous voyez, c'est cette fonction-là. Donc ça ressemble fortement à ce qu'on avait vu en prologue. On va avoir besoin de ce head ici et ce head ici. Donc là, on essaye d'unifier les types T1 et T2. Alors, qu'est-ce que fait head? Ok, donc on va regarder maintenant la définition de head ici. Donc pour rappel, les variables, c'est défini ici. Donc on a son ID et sa définition. Alors ce qu'on peut avoir en fait, c'est qu'on peut avoir des chaînes. On peut avoir une variable qui s'est unifiée avec une autre variable, qui s'est encore unifiée avec une autre variable, encore une autre, etc. Alors ça pourrait s'arrêter là. Donc ça veut dire en fait que toutes les variables alpha 1 jusqu'à alpha 4 sont pareilles. Alors mais nous, à chaque fois, on va vouloir le bout de la chaîne. Pourquoi? Par exemple, ici, c'est vrai qu'on peut choisir n'importe laquelle, puisqu'elles sont identiques. Mais imaginons que je vous donne le type alpha 1 donne alpha 2 donne alpha 3. C'est bien plus précis de dire que, vu que ce sont tous les mêmes, alpha 4 par exemple donne alpha 4 donne alpha 4. Donc en fait, on va toujours aller chercher le bout de la chaîne. Et encore plus parlant, si jamais j'avais ça, donne t-int. Donc bien sûr, je ne veux pas laisser un alpha 1, je veux lui dire c'est vraiment le bout de la chaîne, c'est vraiment le type concret t-int. Donc on va essayer de remonter grâce à ça, du coup grâce à head, les chaînes pour prendre le bout. Donc ici on rendrait ça, dans ce cas-là on rendrait t-int, on pourrait avoir par exemple un type composé par exemple comme ici, t-euro, donc avec à l'intérieur pourquoi pas encore des variables, et ici t-int, donc là ici on rendrait ça, donc toujours ce qui est en bout de chaîne. Donc pour ce faire en fait on va remonter les variables, donc si jamais c'est pas une variable déjà, on rend directement le type. Donc si c'est t-int, on rend t-int par exemple. Ici, si c'est une variable, et si on voit en fait que c'est pas none, parce que none ça veut dire que c'est le bout de la chaîne, il y a rien qui a été associé à cette variable. Donc on serait par exemple
dans ce cas de figure, ou une nouvelle variable toute seule, qui n'a pas encore été unifiée avec quelque chose. Donc ici, si jamais on voit que c'est somme de t, et ben la définition, donc ici ça veut dire que il y a un type, donc on aurait somme par exemple de, pourquoi pas t int, et ben on va remonter sur ce type-là, qui pourrait lui aussi être encore une variable, donc il faudrait potentiellement encore remonter. Donc si jamais c'est none ici, on ne passe pas dans ce match, et du coup là aussi on rend la variable directement. Ok, alors pendant qu'on y est, on peut regarder, pour canoniser la forme canonique d'un type, en fait c'est on a remonté toutes les chaînes. Donc si on avait ça par exemple, prenons le type euro, on pourrait très bien avoir euro, ici une variable par exemple alpha 1, ici on pourrait avoir t int, mais en fait on pourrait avoir que alpha 1 est associé à alpha 2 qui est associé à, par exemple, je sais pas moi, t product. Et t product, il y aurait aussi un alpha 4 par exemple, et ici un t bool, et alpha 4 serait associé à t int par exemple, pourquoi pas. Et bien on veut remonter, pour la forme canonique, ça serait t euro de t int, et là on remonterait, donc on aurait t product et de t int t bool. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait pour trouver la forme canonique? On remonte, donc si jamais c'était une variable, on aurait été au bout de la chaîne pour la variable ici. Donc si jamais du coup c'est une variable, donc on est remonté ça veut dire qu'on est remonté jusqu'au bout, mais en fait c'était une variable libre au final. Donc on aura ça c'est un type, le type int, le type booléen, donc on rend ça directement. Sinon si c'est euro, il faut qu'on remonte, qu'on trouve la forme canonique de T1 et la forme canonique de T2, donc on fait un petit appel récursif comme d'hab, et pareil pour produit. Ok, maintenant on va pouvoir regarder l'unification. Donc l'unification, donc entre les types T1 et T2, donc on va essayer de les rendre pareils. D'abord, on remonte les chaînes éventuelles des variables. Donc pareil pour T2. Donc si T1 était une variable, on remonterait jusqu'au bout s'il y a des chaînes. Et pareil pour T2. Donc si jamais on voit que ce qu'on cherche à unifier c'est T-int et T-int, on n'a rien à faire. C'est bon. Si c'est des booléens les deux, c'est bon, ça s'unifie tranquillement. Alors si on a deux variables, donc si je vois que les identifiants sont les mêmes, encore une fois, il n'y a rien à faire. Ça voudrait dire que je veux dire alpha 1 donne alpha 1. Donc, s'unifie avec alpha 1. Donc est-ce que alpha 1 s'unifie avec alpha 1? Oui, c'est le cas, il n'y a rien à faire. Dans l'autre cas, on a une variable ici, et on a un type. Donc cette fois-ci, normalement, on peut dire V1 va s'associer au type T2, sauf, il peut y avoir un cas où ça ne va pas, c'est imaginons que j'ai un type, donc j'ai par exemple alpha 1 que je veux unifier avec alpha 1 donne alpha 2. Donc ça voudrait dire que alpha 1 doit se transformer en ça, donc ça deviendrait alpha 1 donne alpha 2 donne alpha 2. Mais alpha 1 devrait toujours redonner encore ce truc-là. Donc on aurait alpha 1 ici qui se transformerait en alpha 1 donne alpha 2 donne alpha 2 donne alpha 2. Et on voit que ça va boucler. Donc c'est pour ça qu'on va faire un test d'occurrence. Donc si vous vous rappelez du TP Prolog, nous on ne le faisait pas pour accélérer l'exécution de notre prologue. Mais là, on va le faire parce que ça veut dire que le typage n'est pas correct si jamais on tombe sur cette configuration. Donc là, on va faire un test d'occurrence. Est-ce que la variable V1 apparaît dans le type T2? Donc, si jamais c'est le cas, on rend non unifiable. Et ce not unifiable, on va lancer, il est ici, on va lancer une exception. Et l'exception, elle va nous donner les types qui sont correspondant à l'erreur de typage. On les canonise pour avoir une forme plus jolie à présenter. Donc si on regarde la suite, donc si jamais il n'y a pas le test d'occurrence, c'est bon. Alors ça c'était juste un petit assert pour vérifier que normalement ça veut dire, si j'arrive dans cette configuration, ça veut dire que la variable est libre. Donc j'aurais eu un bug si jamais dans mon programme je pouvais arriver ici avec une variable non libre, c'était pas bon. Donc V1 est libre.
Et ce qu'on fait, c'est là où c'est l'unification destructrice, on met à jour donc ce truc-là qui était mutable, donc on a le droit de mettre à jour. Donc on dit, bah ok, V1 est associé maintenant à ce type-là, T2. Ensuite, ça c'est juste si on a la variable de ce côté-là et le type, on rappelle en inversant les deux pour retomber dans ce match-là. Et ensuite, ben, si jamais je veux unifier flèche, quelque chose avec une flèche avec quelque chose avec une flèche, donc ça veut dire que ça doit s'unifier avec ça, et celui-ci doit s'unifier avec celui-ci. Mais si c'est un produit, c'est pareil. Donc si c'est ce truc-là qui doit s'unifier avec ce truc-là, bah, ça veut dire que ces deux-là doivent s'unifier et ces deux-là doivent s'unifier. Donc c'est ce qu'on exprime ici. J'unifie T1 avec T1', donc celui-là avec celui-là, ou celui-là avec celui-là, et j'unifie T2 avec T2'. Donc les T2 et T2'. Et dans tous les autres cas de figure, ça veut dire qu'on a essayé d'unifier par exemple une fonction avec un produit ou ce genre de choses, donc on lance l'exception not unifiable ici. Ok, on va maintenant regarder le test d'occurrence. Donc quand on arrive pour la première fois dans le test d'occurrence, on sait que déjà on n'avait pas deux variables qui étaient pareilles, puisque sinon on serait passé dans ce cas-là. Et donc on sait qu'ici ce sont soit T2 c'est autre chose qu'une variable ou c'est une variable différente. Donc on n'arrivera pas dans cette config ici au premier appel. Donc après, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Si jamais on avait voulu unifier par exemple alpha 1 avec alpha 2, bah c'est bon puisque alpha 1 n'apparaît pas là-dedans et on aurait ici, ça rendrait faux. Maintenant après, si jamais on a un type composé, et ben on va regarder est-ce que ça apparaît, notre variable apparaît là-dedans ou là-dedans. Et à ce moment-là, ça voudra dire, on aura la config par exemple alpha 2 fois alpha 1. Est-ce que alpha 1 apparaît là-dedans? Oui. Donc on va regarder, est-ce que V apparaît dans T1 ou V apparaît dans T2? Si jamais ce sont des types de base, T, ben bien sûr, la variable ne peut pas apparaître dedans. Donc on n'est pas loin d'avoir terminé. Ce qui nous reste à regarder, bah, ça, si vous vous rappelez, on l'avait vu dans le for all. Donc c'était pour exprimer par exemple tout alpha, pour la fonction id, on en avait eu besoin pour tout alpha, alpha dans alpha. Donc j'avais décrit déjà, ici on a le type, donc cette partie-là, et ici on a éventuellement ça. Bon, bien sûr il peut ne rien avoir ici. Ensuite, instance, bah, on veut créer une instance d'un type comme ça. Donc ici, tout ça, ça va le faire. Donc on dit ok, je veux une instance du for all. Donc si jamais je vois en fait que ça c'est vide, ce qui est indiqué ici. Donc l'instance en fait, là ça voudrait dire qu'on a par exemple, ben, on n'a pas ça. Donc le type lui-même c'est une instance. On pourrait avoir par exemple t'int. Donc t'int c'est une instance de t'int, mais on pourrait très bien avoir ça où c'est pas général, c'est pas généralisé par un pour tout, donc on rend exactement ça. Par contre, si jamais là il y a des variables, c'est pas vide, ça veut dire qu'on a bien un pour tout. Donc on pourrait avoir pour tout alpha, pour tout bêta et quelque chose ici, dépendant de alpha et bêta. Par exemple, je sais pas, alpha donne bêta donne int. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va associer des nouvelles variables justement à alpha et à bêta pour les remplacer là-dedans. Donc il faut des variables fraîches. Donc c'est ce qu'on fait ici. Donc ici, si on regarde le code, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va créer une map. Newvar, ça va être une map. On voit au début, elle est vide. On prend toutes les variables qu'il y a là-dedans. Donc ici, ça va être au début, l'accumulateur, ça va être la map qui va se remplir petit à petit. Et ça va être les variables qui sont là-dedans. Donc oui, si vous voulez savoir c'est quoi les variables en fait, c'est un ensemble ici, et cet ensemble-là, il a été défini là, donc c'est un ensemble d'entiers. On a vu que c'est les identifiants ici. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ajoute ici à la map pour cet identifiant, donc ça correspondrait par exemple à alpha,
on lui associe une nouvelle variable fraîche. Et on met tout ça dans l'accumulateur, donc qui est la map qui est en train de se construire. Donc maintenant, on a notre correspondance entre, par exemple, alpha, et ben, je lui donne la nouvelle variable, par exemple, alpha prime, et bêta, la nouvelle variable bêta prime. Et je veux maintenant créer une instance de ça. Du coup, c'est juste remplacer alpha par alpha prime. Donc on aurait alpha prime. Alpha prime n'apparaît nulle part puisque c'est une variable fraîche dans bêta prime et int. Donc ça serait ce qu'on veut. Et on va le faire ici. Donc encore une petite fonction récursive. Donc on va instancier notre type grâce à cette fonction récursive là. Alors, juste petite précision quand même, c'est qu'un type, on pourrait avoir très bien ça en fait. Tout alpha, tout bêta, et avoir quelque chose qui soit comme ça. Alpha 1 donne alpha dans alpha 2 donne bêta dans int par exemple. Donc on voit qu'on généralise bien sur les variables qui sont en bout de chaîne, mais du coup c'est pour ça qu'ici vous voyez head. À chaque fois on utilise head de toute manière pour remonter en bout de chaîne les variables. Si on regarde head, si on voit que c'est un type de base int, ben on renvoie int, bool on renvoie bool. Si jamais c'est euro, et ben on renvoie euro mais on instancie à l'intérieur, et là aussi. Et pour product c'est la même chose. Et là si on voit une variable, donc c'est la variable qui serait en bout de chaîne du coup, donc celle qui est bien dans les pour tout, et ben on essaye de la trouver dans notre map de nouvelles variables. Si on ne la trouve pas, ça voudrait dire par exemple qu'on a quelque chose dans ce genre. On va le mettre là. On a tout alpha, tout bêta, et on aurait quelque chose qui serait par exemple alpha dans bêta dans gamma, on va l'appeler. Mais gamma ne serait pas quelque chose de général, de générique. Alors, à quel moment on pourrait obtenir ce genre de fonction-là, vous me direz. Donc, on pourrait obtenir ça dans la situation suivante. Alors, je vais faire un peu de place, sinon je ne vais pas réussir à écrire ce que je veux. Alors, on pourrait arriver dans cette config avec ça, par exemple. Let f égale fun de x, done, et là on remet un let, donc local au corps ici du coup, let g égale fun de y, done fun de z, done x in, et là il y aurait quelque chose. Donc si on regarde, ici, x on va l'associer par exemple au type gamma. Donc là, quand on a fini d'analyser ça, on dit ok, le type de retour de la fonction c'est le type de x, donc c'est gamma, et là on aurait une variable fraîche pour y et pour z, donc là on aurait g qui serait alpha done, on va dire bêta done gamma. Et on ne va pas généraliser sur gamma parce qu'il existe dans l'environnement. Là, ici on a dit que x est associé à gamma. Alors pourquoi on fait ça? Pourquoi on peut généraliser alpha et bêta? Parce que alpha et bêta, ils peuvent être modifiés que dans le corps ici. On n'y a pas touché, donc en fait, c'est quelque chose de général. Donc, on va pouvoir dire tout alpha, tout bêta. Mais on ne peut pas dire tout gamma, parce que dans le in ici, donc le in, ça serait pour ce truc-là, on pourrait très bien dire in x plus 4. Donc là, ça voudrait dire que on n'aurait même pas pris en compte notre fonction g, à vrai dire, mais on aurait précisé du coup le type de x. Donc quand on arriverait ici, là on dit que tout ce que ça nous a redonné ici c'est x plus 4, donc c'est un entier, et ça nous a précisé que gamma en fait était int. Donc on voit qu'on ne peut pas généraliser sur gamma, parce que la gamma est fixée en fait, il sera à int maintenant. Donc voilà pourquoi on peut obtenir ce genre de situation et qu'on ne généralise que ce qui n'apparaissait pas dans l'environnement, parce qu'il pourra être précisé par la suite comme ici. Ok, donc on revient ici, et là du coup, si jamais on trouve la variable, donc ça voudrait dire que c'est par exemple dans... Alors, que je retrouve mon exemple. Voilà, ça serait ici. Donc là, ici, on aurait trouvé alpha, donc on le transformerait en... ici alpha prime, et si on trouve bêta, on le transformerait en bêta prime. Et si jamais on se retrouve dans cette situation-là,
et ben le gamma, on ne le trouvera pas dans les pourtours, là, donc il ne sera pas dans la map, et on rend le gamma tel quel. Donc là, on a fait notre instantiation. Donc ça ressemble pas mal à ce qu'on avait fait dans le TP de Prolog. Alors, il nous reste à regarder la fonction généralise. Donc c'est celle qu'on avait utilisée dans cette config, par exemple. Donc ici, on voit que le type, c'est alpha dans alpha. Et là, on veut dire, ben, c'est générique ce paramètre de type. Et ça pourrait être utilisé avec un entier, un booléen, etc. comme on avait vu. Donc on va mettre le pour tout à ce moment-là. Donc c'est généralise, ça va nous permettre justement de faire cette chose-là, mettre le pour tout. On le voit ici. Donc on va avoir besoin de récupérer toutes les variables qui sont dans un type. Donc toutes les variables de type dans un type particulier. Donc ici, on va comme d'habitude remonter la chaîne. Et si on voit que c'est des types de base int ou booléen, eh ben, on rend l'ensemble vide, il n'y a pas de variable de type. Sinon, si c'est un type composé comme la flèche ou la paire, eh ben, on va regarder les variables de type qu'il y a dans T1, les variables de type qu'il y a dans T2, et on fait l'union. Et sinon, ben, on a trouvé une variable de type, donc on la rend dans un singleton. Donc on va récupérer maintenant les variables de type de l'environnement env. Alors l'environnement, ça sera des liaisons. Alors si on reprend l'exemple ici, ça serait par exemple id ici, on dira c'est associé à tout alpha.alpha donne alpha. Donc c'est ce genre de liaison. Donc ici, au début, notre accumulateur, c'est l'ensemble vide. Et on va balayer l'environnement. Donc les clés ici, ce genre de choses, on s'en moque. Ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Donc, la var, bah, ça serait le alpha ici, et type ici, ça serait ça. Donc, ce qu'on fait, bah, on rajoute à notre accumulateur. On rajoute quoi? Bah, on récupère les variables de type qui sont dans le type. Donc, par exemple, ça serait dans ça. Ici, ça nous récupérerait alpha. Mais on enlève celles qui seraient dans les pourtours. Donc là, en l'occurrence, ici, comme il y a alpha, en gros, on n'aurait plus rien. Et on continue sur toutes les liaisons de l'environnement. Donc il nous reste à faire maintenant la généralisation ici. Donc ici on a l'environnement, le typage, et ici on a le type qu'on veut généraliser. Donc ce qu'on va faire, c'est récupérer toutes les variables qui sont dans ce type, et on va enlever à ces variables celles qui sont dans l'environnement, ce qu'on vient de voir juste précédemment. Alors, je vous rappelle pourquoi on fait ça, si on a cet exemple-là. Donc ici, j'ai déclaré f comme une fonction qui prend un argument et qui rend... Alors là, je refais un petit let pour redéclarer une fonction qui prend un autre argument et qui rend le x, et je rends cette fonction-là. Donc pour l'instant, en fait, x ici, il va être associé à un type, par exemple, alpha 1. Ici, ça va être associé à un type alpha 2, et bon, du coup, le x ici, c'est toujours alpha 1. Donc là, qu'est-ce que je vais rendre pour g? Je vais rendre alpha 2 donne alpha 1, mais j'ai pas envie de généraliser sur alpha 1. Parce que alpha 1, imaginons ici, regardez, si je fais f de 1, maintenant je sais que le x, le alpha 1, c'est un entier, donc c'est pas général. Le seul qui est général ici, c'est alpha 2. Et du coup, si on enlève on voit alpha 2 et alpha 1, je prends dans l'environnement, pour l'instant, j'ai ça. Donc j'enlève le alpha 1, et le seul pour tout que je vais avoir pour la fonction g, c'est pour tout alpha 2 point et ce truc là. Ensuite, donc une fois qu'on a fait ça, ben, on crée notre for all avec le type et les variables qu'on a récupérées ici pour la généralisation. Alors oui, juste pour terminer, peut-être regardons où les informations de position de notre premier arbre syntaxique abstrait sont utilisées. Donc on voit ici, quand on lance une exception, avec erreur, donc on a un message et on a une information de position. Et c'est là où on va pouvoir écrire quelque chose de pratique pour l'utilisateur. Il y a eu une erreur, telle ligne, donc la ligne ça serait ici, et tel caractère, le caractère sera ici. Donc là ça sera très pratique. Et ça, cette fonction error, on l'a utilisée où? On l'a utilisée ici dans l'unification. Donc dans notre algorithme d'inférence de type, on l'avait utilisé ici
pour donner cette variable-là, elle n'était pas présente dans l'environnement. Et quand on avait vu que c'était non unifiable, eh ben on réutilisait notre fonction d'erreur en donnant la position du coup de l'expression. Donc l'expression, c'était, si vous vous rappelez, ce qu'on essayait de typer justement. Donc là, il y avait une information de position dans le e.loc. Donc ok, on a terminé l'inférence de type. Alors, pour vraiment terminer cette fois-ci, je me remets dans le main ici. Et le typage, on l'a fait à quel moment? Oui, on l'a fait ici. Donc, grâce à l'arbre syntaxique abstrait qui représente notre programme, l'expression. Donc, on fait le type checking et si ça se passe mal, en fait, il y aura une exception qui sera lancée, qui est ici. Et on affichera l'erreur. Et on sortira en indiquant une erreur. Donc voilà, on a dans cette vidéo passé en revue l'inférence de type.